Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais on va aller avec le ministre Sameh Choukri qui assiste au sommet de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi. Mais avant de parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Amr Zouheli. Vous êtes chercheur et journaliste. Bonsoir. Bonsoir. On va présenter un reportage concernant ce sujet et puis vous allez faire vos commentaires. Le coup d'envoi des travaux de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi a été officiellement débuté aujourd'hui pour examiner l'ordre du jour de la conférence COP28 et les moyens permettant d'ouvrir la voie à la neutralité climatique. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, assistent à ce sommet. Salih Ahmed et Arachoucha nous donnent des détails. En présence du président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, la cérémonie d'ouverture de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi et la cérémonie de distribution du prix Zayed pour la durabilité ont été lancées ce lundi. Le sommet de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi durera 2 jours. Il s'agit d'examiner les problèmes et les opportunités qui contribuent à stimuler les efforts mondiaux en vue de réaliser la neutralité climatique. Le sommet réunit des dirigeants des pays, des décideurs politiques, des experts et des dirigeants de divers secteurs et des entrepreneurs du monde entier. Il est indispensable de mettre en place des mécanismes nécessaires à renforcer le rôle des banques multilatérales de développement et des institutions internationales pertinentes pour fournir le financement de l'action climatique, conformément aux recommandations de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, a déclaré le ministre des Affaires étrangères et président de la conférence du climat, M. Sameh Choukri, en marge de sa participation au sommet de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi. La déclaration de M. Choukri a eu lieu lors de sa rencontre avec le secrétaire exécutif du secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques, Simon Steele. Lors de la réunion, M. Choukri a exprimé sa reconnaissance aux efforts considérables déployés par l'équipe du secrétariat des Nations Unies dans le cadre de la COP27 tenue en novembre à Sharm el-Sheikh, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmed Abou Zeid, soulignant que la poursuite de la coopération entre la présidence égyptienne de la COP27 et le secrétariat des Nations Unies a abouti à des résultats fructueux de cette conférence. Le ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, tiendra un certain nombre de réunions bilatérales en marge de sa participation au sommet. Depuis plus de 15 ans, la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi œuvre à renforcer l'engagement des Émirats arabes unis à relever les défis mondiaux en tant que leader responsable de l'action climatique, de la transition énergétique et du développement économique durable. Monsieur Amr Zouheli, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Là, avec la fin de la COP27 qui a été tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte, c'est Abu Dhabi, ou bien les Émirats arabes unis, ont commencé tout de suite à se préparer pour la COP28. Et là, cette conférence, assistée par 2 ministres égyptiens, est la preuve. Comment vous trouvez la préparation d'Abu Dhabi à partir de maintenant? Oui, donc ce qui est notable, c'est qu'il se prépare de suite. Donc juste quelques mois après la fin du COP 27, ils prennent les choses en main et essayent activement de préparer la prochaine version du COP 28 ou la nouvelle conférence. Avec visiblement ce que l'Égypte a exigé d'avoir à la fin de la dernière conférence, donc le fonds pour collecter exactement les fonds nécessaires pour réaliser ce développement durable sur la planète. Donc avec cette volonté de réaliser ce fonds et mettre en
en exécution active cet assemblement de fonds pour pouvoir réaliser ce qui est nécessaire et plus urgent dans un cadre d'hierarchie de priorité, ce qui pourrait sauver la planète. Donc l'Égypte, elle doit participer, elle le fait activement, comme elle a dépensé beaucoup d'énergie pour la réalisation et l'organisation de la COP27. Donc il y a eu des études qui ont été préparées, etc. Donc cela devrait être remis amis émiratis pour pouvoir continuer d'où les autres ont fini ou se sont arrêtés. Voilà, c'est ce que je voulais vous poser. Demander, c'est... Il y a eu une recommandation de faire, ou bien de former un fonds pour collecter de l'argent. Oui. Pourquoi, pour quelle raison exactement? Parce que durant toutes les versions antérieures du COP, il n'y avait pas cette volonté, parce que il y a eu le principe de pollueur-payeur, et puis les États industriels dans le monde, ils ont dit on ne pollue plus actuellement comme d'autres pays émergents, etc. Donc notre contribution dans le fond devrait se limiter, etc. Et de l'autre côté, les pays qui étaient en voie de développement il y a quelques décennies et qui se sont développés actuellement, disent pourquoi nous actuellement, pour une trentaine d'années, on paiera pour 2-3 siècles de la révolution industrielle, etc. Donc tout cela devrait être débattu et devrait être mis en examen et en une étude assez minutieuse de toutes les parts des pays participants à leur cote dans le fond, et également les pays qui souffrent de réchauffement climatique et d'urgence climatique. Cela existe au Pakistan, dans d'autres pays également. Donc il y a nécessité à prendre des mesures très urgentes pour sauver la planète, et puis l'hierarchie de priorité descend. Mais le but ultime qui est très important et devrait être maintenu, parce que la planète, on y voit qu'elle souffre des phénomènes donc de la souffrance et du cri de la nature, et également d'un autre côté les guerres ne s'arrêtent plus ou ne s'arrêtent pas, et cela empêche activement une réussite de cet ambitieux programme des Nations Unies et du monde entier, suivi par le COP de Glasgow, de Sharm el-Sheikh, et puis Inch'Allah dans quelques mois en Émirats arabes. Pourtant, l'émissaire de la Maison-Blanche pour l'environnement, ou bien pour le climat, John Kerry, a déclaré, ou bien a reconnu lors de la COP27 qu'ils sont, les États-Unis et les grands pays industrialisés, ils sont les premières causes. Oui, les responsables. Ils sont les responsables, et qu'il faut compenser les pays pauvres, ou bien surtout les pays en développement africains. Les pays affectés aux victimes de ce phénomène, même l'Afrique. L'Afrique, elle a souffert énormément depuis des siècles, des décennies des atrocités qui ont rendu le continent souffrant aujourd'hui. Donc tout cela devrait être mis au calcul et aux études, avec une bienfaisance des Nations Unies, ou une volonté des Nations Unies de prendre ses responsabilités et de travailler activement sur un dossier pour réaliser une réussite. Parce que ce dossier climatique, c'est il y a le climat, la nature, il y a l'économie, il y a le politique, la politique, il y a de tout. Mais malheureusement, les Nations Unies, débutant avec la résolution du partage de la Palestine, depuis elles n'ont même pas réussi à réaliser
cette résolution, à avoir un État pour les pays arabes, etc., ou les habitants arabes, qui est en souffrance jusqu'à aujourd'hui, un siècle après, au début d'un nouveau siècle, on n'arrive plus à résoudre les problèmes des Palestiniens. Exactement, par exemple, à titre d'exemple, et qui était où la raison d'être des Nations Unies comme de la Ligue des Nations, c'était de sauver la planète et arrêter les guerres et œuvrer ensemble en tant que communauté internationale pour une paix durable et comme l'économie, parce que si on arrive à réaliser une économie et une paix tout ensemble, ça devrait sauver la planète. Aujourd'hui, comme M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies disait, c'est vrai, aujourd'hui c'est tard. C'est tard pour prendre. On a perdu assez de temps et c'est le moment de prendre en main ce problème pour réaliser des réussites pour arrêter au moins ce réchauffement qui met l'ensemble de l'humanité en danger à des climats qu'on voit pour la première fois aux États-Unis, en Amérique, en Europe, etc., ou des sécheresses, des inondations, etc. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est catastrophique et c'est le moment de l'arrêter. Qu'attendons-nous de la COP28? C'est-à-dire, il y a eu des recommandations, il y a eu des résolutions durant Glasgow et puis surtout durant la COP27 et maintenant Abu Dhabi. Qu'est-ce qu'on attend d'Abu Dhabi? Qu'est-ce qu'on attend à réaliser même avant d'aller à Abu Dhabi? Ce que nous attendions aujourd'hui d'Abu Dhabi, ce serait une transparence avec une visibilité dans la structure de ce fonds et le quota de chaque pays qui va participer, et également une transparence au niveau et un suivi au niveau de ce qui a été dépensé et pourquoi, et c'était quoi le résultat, avec quelle réussite, quel taux de réussite, etc. Donc il faut travailler activement et prendre en main un projet de sauvetage pour l'humanité. Oui. C'est en quelque sorte un projet de sauvetage pour l'humanité et qui devrait être pris au sérieux par l'ensemble des êtres humains à travers l'éducation, et chacun selon son niveau d'apport qu'il pouvait apporter. Donc sur tous les niveaux, c'est une guerre planétaire. Au niveau de l'éducation, l'instruction, elle devrait être faite, parce que ça aidera à l'avenir à empêcher des graves problèmes à se réaliser. Si on arrive à avoir un taux d'éducation assez élevé, la réussite à résoudre le problème en recherche et développement, ça serait plus facile, sans doute. Là, ce qui est bizarre, ce sont les grandes puissances industrialisées comme les États-Unis, l'Europe, qui en souffrent le plus. C'est-à-dire, là, il y a des catastrophes climatiques aux États-Unis qui ont causé le déplacement des gens, même la mort des gens. Durant les derniers jours, il y a eu en Europe. Alors, voilà. Alors, comment ça se fait que ces grands pays industrialisés ne font pas tout vraiment pour faire face à ce phénomène? Parce qu'il y a deux choses. Premièrement, peut-être ils réalisant pas assez le taux de problème ou le niveau ou la grandeur du problème. Donc comme par exemple dans plusieurs pays, le traitement du Covid-19 il était un peu hésitant, vous voyez. Donc c'est une question d'hésitation, parce que le problème, la deuxième chose, je pense que s'ils admettent leurs responsabilités, cela ne peut, à leur sens, ne peut pas leur plafonner le taux d'indemnité qu'ils devraient. Donc tout est négociable, je pense, et la question
principal, ce serait de jusqu'à quel niveau ils doivent participer à ce fonds, ou à quel niveau ils doivent réparer leurs dégâts sur les autres continents. Et est-ce que cela pourrait ouvrir également de nouveau ce qui était au XXe siècle le sujet phare des années 60-70, notamment en Afrique, en Asie, en Amérique latine, c'est la question des indépendances, de la colonisation, de l'ex-colonisation et qui a fait quoi, etc. Donc c'est un vaste sujet et je pense que le pays industrialisé et industriel pense que ouvrir cette porte avec une ouverture facile, ça pourrait causer des problèmes incalculable jusqu'à présent. S'il arrive à le calculer et les choses soient claires, d'une façon que l'idée c'est pas de punir les victimes ou les bourreaux ou pour récompenser les victimes et uniquement mais c'est pas une question de punition, c'est la question qui se pose, c'est sauver les victimes du réchauffement climatique en premier lieu. Donc cela, c'est l'urgence. Donc ça devrait sortir de toute cette logique de calcul et de stratégie qui règne dans les pays industriels. Et puis penser à prendre par cas, les États-Unis ils ont fait quoi à Libéria, je sais pas quoi, et qui a fait quoi où, etc. Donc à ce moment-là, on pourrait, ou les natifs américains, ou c'est pas, donc dans d'autres continents comme l'Afrique, il y a aussi l'historique de ce qui était la colonisation, etc., qui était aussi accouplé avec l'industrialisation et la révolution industrielle. Donc, c'est difficile de les dissocier, mais c'est pas la question. Aujourd'hui, c'est la question d'urgence, c'est de sauver la planète. Sans doute, on peut pas dompter la nature, mais on essaiera, ou la planète doit essayer de faire en sorte de ne pas pousser à avoir des phénomènes surnaturels qui peuvent affecter la planète et affecter la population. En conclusion, les grands pays industriels et industrialisés sont un peu sceptiques. Ils pensent que... Non, ils pensent plutôt à leur économie et pas à leur santé, c'est ça? Ou à la santé de la planète? À leur santé, mais ils considèrent... sans doute, c'est à eux de les interroger à ce sujet, mais sans doute, ils ne sont pas... ou ils se regroupent pas avec une seule lecture du sujet, mais il y a différentes lectures et cela dépend selon les démocraties. Il y a les verts, il y a les pour, il y a les contre, il y a la droite, la gauche. Chacun se positionne selon sa lecture du monde, sa culture, plusieurs niveaux personnels qui y participent. Mais sans doute que l'ensemble de la population mondiale, dont les citoyens des pays industrialisés, réalisent de jour en jour la grandeur du phénomène et l'ampleur des catastrophes qui peuvent y arriver. Pour des tempêtes de neige qui font des victimes de mort, cela des années qu'aux États-Unis cela a pu être évité, mais actuellement avec des degrés de moins % qui dépassent le naturel ou ce qui est habituel au niveau météorologique, c'est difficile à anticiper dans le futur. Donc tous ces efforts planétaires de la population mondiale, dont nous sommes, l'Égypte et suit, l'essentiel c'est de sauver l'actuel des phénomènes et empêcher tout problème inattendu.
Bon, je passe à un deuxième sujet. Il s'agit du président Abdel Fattah Sisi, qui s'est réuni samedi dernier avec le conseiller présidentiel pour les affaires financières, Mohamed Amin, pour discuter des activités du fonds Tahya Masr, où vive l'Égypte, et sa contribution à l'appui au processus de développement et au programme de protection sociale. Salih Hamed et Rachouch. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni samedi dernier avec le conseiller présidentiel pour les affaires financières, Mohamed Amin, afin d'examiner les activités du fonds Tahya Masr où vive l'Égypte et sa contribution à l'appui au processus de développement et au programme de protection sociale. À cet égard, le conseiller présidentiel a présenté l'activité globale, les contributions du fonds, le rôle vital et évolutif qu'il a joué depuis sa création en tant qu'assistant des agences de l'État pour soutenir les programmes de protection sociale et les projets de développement à l'échelle républicaine, ainsi que son succès dans de nombreux secteurs pour améliorer le niveau de vie des citoyens et moderniser les services. Le total des contributions que le fonds a injectées dans divers secteurs et domaines au niveau de la République depuis sa création jusqu'à présent a dépassé le montant de 22 milliards de livres égyptiennes, y compris le domaine du développement urbain et du logement alternatif et celui des soins de santé, de même que les procédures médicales associées au coronavirus et diverses initiatives de santé et dispositifs médicaux dans les hôpitaux, en plus d'un certain nombre d'autres domaines tels que les initiatives de protection sociale, l'autonomisation économique et l'offre d'emploi, l'éducation, le programme de soins surdoués et le secteur de l'investissement. Le président As-Sisi a ordonné que le fonds Tahya Masr continue ses contributions en renforçant ses activités et ses programmes dans le cadre d'un partenariat harmonieux et fructueux avec les agences gouvernementales, les institutions de la société civile et le secteur privé afin de mobiliser les capacités de l'État comme l'un des outils de développement et d'affrontement aux défis sociétaux dans le cadre de la stratégie de l'État pour soutenir et répondre aux besoins des familles les plus vulnérables et élever le niveau de performance des services qui leur sont fournis. Monsieur Amr Zouheri, expliquez-nous exactement qu'est-ce que c'est que le fonds Tahya Masr. Donc le fonds Tahya Masr, c'est un fonds d'investissement, on peut l'appeler comme cela, c'est qui est sous la direction directe du président de la République. Ainsi, il collecte des dons et des contributions, et puis selon un cadre de coopération et d'initiatives précises, et c'est dans plusieurs gouvernorats et villes précises, donc cela a une structure assez claire. Il y a donc au niveau par exemple de l'habitat, une aide, etc. Et également dans les autres secteurs qui peuvent aider donc les plus démunis à vivre, à avoir une vie meilleure. Sans doute ça ne réalisera pas un grand changement, mais c'est un garde-fou pour sociétal et social pour essayer de protéger au maximum la population égyptienne aujourd'hui, ou les plus démunis dans la population égyptienne aujourd'hui, à l'aube de ce qui se passe dans la guerre en Ukraine, etc. Ce qui pousse les prix vers le haut, donc qui fait une augmentation des prix assez considérable. Donc ce fonds est aujourd'hui, et les autres initiatives d'aide sociale sont sans doute les bienvenues, et doivent être plus ciblés à l'instar de d'autres pays européens ou d'autres expériences dans ce niveau. Donc il contribue à avoir ou réaliser sans doute, comme les autres initiatives, le but ultime, c'est l'avoir
une Égypte à 2030 assez différente, avec des ambitions pour augmenter donc le niveau de vie de la population égyptienne d'ici 2030. Il y a une initiative, je ne sais pas si c'est inclus dans Tahrir, ce qui est solidarité et dignité. Ouais. Alors, est-ce que c'est issu et de quoi il s'agit? C'est la même chose, mais cela c'est en sorte de la MPE un peu, ou une sorte de chômage, ou une aide pour des populations ciblées qui, par exemple, sans travail, etc. Donc il y a des structures, donc tout cela se regroupe dans ce même cadre d'aide sociale qui est sans doute aujourd'hui plus important qu'avant. Mais en même temps, ça devrait être une structure étatique avec une sortie au niveau des secteurs privés après. Donc une initiative donc étatique qui pourrait motiver les secteurs privés de participer à cela. Donc l'initiative par exemple pour l'industrie qui est EBDA, c'est on pourrait dire le bras économique de cette initiative de ça, on va en parler tout à l'heure. Oui. Donc c'est de sorte. L'idée c'est de ne pas créer une sorte de dépendance, mais avec cette présentation de date d'urgence, c'est au niveau de l'instruction et l'éducation, et entre d'autres, penser comment résoudre le problème qui empêche ces habitants ou ces familles à ne pas gagner suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins. Donc ce qui devrait être mis après dans un cadre plus académique, avec l'aide des universités, avec l'aide des secteurs concernés pour les travaux d'études sociales, etc. Donc ça pourrait, dans 2-3 années, aider en structurant plusieurs organismes, pas un seul, indépendants de l'État, sans influence étatique, mais avec plus de participation des ONG et avec la participation de la population en sorte de démocratie directe. Ainsi, chaque endroit pourrait gérer dans le cadre de leur gouvernorat, village, etc. Parce que parmi les points phares de ces initiatives, c'est rendre ou essayer de remettre l'eau potable, tout ce qui manque de nécessaire aux villages les plus éloignés et plus loin de toute structure urbaine en Égypte. Donc cela également, c'est une bonne initiative, mais en synchroniser et organiser tout cela et créer une sorte de structure permanente, ça devrait être un travail à réaliser prochainement, mais c'est réalisable, mais au départ, c'est essayer de garantir qu'il n'y a pas de gens qui affrontent des difficultés pour se nourrir ou pour se loger, etc. Vous avez parlé d'un recensement dans l'avenir. Oui, donc ce serait une sorte de comment dire, c'est un pas à pas qui devrait être fait. Aujourd'hui, comment on sait que voilà une famille qui en a besoin? Ouais. Comment on fait? Donc il faut également faire un suivi parce qu'il y a pas mal de volontaires, de volontariat, des jeunes qui participent à ce projet, etc. Donc, et ils doivent être la base des structures futures au niveau de la démocratie participative, par exemple, avec les gens qui vont connaître sur le terrain et sur place, qui devraient
peut-être, probablement dans le futur, prendre en main les initiatives en place, etc. Donc l'idée, ça serait de se motiver, de réaliser comme vous venez de le dire, c'est de se retourner directement vers le résultat et chercher les résultats, parce qu'à travers les résultats, on peut juger si c'est bien, c'est pas mérite, bien, oui. Ça se mérite les fonds et le travail, et c'est à continuer ou pas. Mais il faut également ne pas baisser les bras rapidement, parce qu'on a souffert dans la structure d'Égypte de l'échec du premier plan quinquennale de 5 années. On n'a pas réalisé le deuxième. Les Chinois, ils ont débuté au même moment, et aujourd'hui ils sont à l'aube de leur 20e plan de 5 années, et ils continuent. Donc même s'il y a des échecs, il faut persister pour réaliser une vie digne et acceptable pour l'ensemble de la population égyptienne. Bon, on va pas s'éloigner, on va présenter notre reportage qui concerne une autre initiative, peut-être qui intéresse peut-être plus de 60% de la population égyptienne. Là, la fondation Haya Karima, ou Vie Décente, a lancé la première phase de l'initiative de formation des travailleurs égyptiens, considérée comme une expérience unique avec le ministère de la Production militaire et l'initiative nationale de développement de l'industrie égyptienne Ibda, où commence, conformément aux directives du président de la République. Salih Hamed et Rachoucha nous parlent de ce sujet. Haya Karima, ou Vie Décente, a lancé la première phase de l'initiative de formation des travailleurs égyptiens, considérée comme une expérience unique avec le ministère de la Production militaire et l'initiative nationale de développement de l'industrie égyptienne Ibda, où commence. Plus de 64 projets ont été inaugurés dans le cadre de l'initiative Ibda, où commence. L'initiative a été lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi, visant à soutenir et à localiser les industries nationales pour s'appuyer sur les produits locaux et réduire les importations. Ceci en renforçant le rôle du secteur privé national à travers la localisation de nombreuses grandes, moyennes, petites et micro-industries en Égypte par des incitations sous forme d'aides en usufruit et d'exonération fiscale pour 5 ans, en plus de fournir le soutien nécessaire pour légaliser la situation des contrevenants et de fournir le soutien technique et matériel nécessaire aux défaillants. L'initiative vise à localiser l'industrie moderne, à réduire le déficit d'importation et à offrir des opportunités d'emploi. Ces objectifs sont intégrés aux objectifs nationaux de l'État égyptien, à ses engagements internationaux et à ses efforts pour parvenir à une croissance économique et sociale durable, ainsi qu'à la fourniture des solutions énergétiques propres, à l'innovation dans le domaine industriel, à la consommation et à la production d'une manière responsable. La compagnie Ibda, pour le développement des projets étant l'antenne d'exécution de l'initiative, coopère à cet égard avec le ministère du Commerce et de l'Autorité publique du développement industriel. Ibda a été lancé en avril 2022 et vise à renforcer le rôle du secteur privé dans la localisation de l'industrie, la réduction du déficit d'importation, les réhabilitations de la main-d'œuvre égyptienne et la résolution des obstacles auxquels sont confrontées les usines en difficulté. Voilà une idée majeure, une idée, je sais pas, géante. Alors c'est Vie Décente. Ouais. Déjà, donnez-nous un bref aperçu sur Vie Décente et puis on va parler de tout ce qui est initiative issue de cette... Donc c'est un fonds d'investissement, donc c'est un fonds d'investissement comme tous les fonds d'investissement grands, donc il a des fonds à investir et à développer. Et il a un organisme économique, donc, ou initiative économique, donc c'est celle de Ibda, qui débute ou commence
pour deux choses. Premièrement, essayer d'éviter d'avoir pas éviter pour mettre sur le marché égyptien les composantes qui pouvaient manquer lors de la fabrication des produits égyptiens pour arriver à des produits à composants 100% fabriqués en Égypte. Donc, en cas, par exemple, de guerre, de problèmes au niveau du transport maritime ou dans le monde, aucune usine ne s'arrête au milieu du trajet pendant la production. Donc, cela est... Et donc, le résultat de ce qu'on en a vécu dernièrement, à cause de ce qui s'est passé l'année dernière, donc la nécessité de fournir ces composantes à l'Égypte et créer des structures qui produisent aux usines à 100% égyptiens sans une nécessité d'importer pour produire, ce serait une bonne idée, par exemple, à ce niveau. Et la deuxième chose, sans doute, ou également, c'est très bénéfique pour la main-d'œuvre et trouver des emplois qualifiés pour des ingénieurs et des travailleurs et des ouvriers égyptiens formés et bien cadrés dans un cadre. Et à travers cette structure, ils peuvent leur cadrer et leur expliquer les choses correctement depuis le jeune âge avec le bac, avec les autres... les écoles techniques en général. Les écoles techniques, exactement. Ouais. Ainsi, ils peuvent continuer à travailler et contribuer avec leurs idées, avec le travail dans ces usines. Avec une lecture également pour les usines des nouvelles générations, les industries vertes, avec un privilège pour l'usage industriel assez modéré, avec un contrôle de tous les gaz et de toute pollution qui pourrait être faite à cause de cette industrie. Mais le principal sujet également, c'est de récompenser tout ce qui pourrait être fait localement et qui est en manque, qui manque au marché intérieur. Oui. Et, comme par exemple, à titre d'exemple, les pièces de rechange des autobus, des bus, des voitures, etc. Donc les pièces de recharge, etc. également. Donc c'est un fonds qui est étatique également, mais avec une forte participation du secteur privé, qui devrait prendre l'initiative, c'est à l'initiative de ce secteur privé, et qui devrait, dans le futur, continuer tout seul cette initiative ou ce chemin, ce projet, etc. Mais il peut, donc avec, normalement, au cours des prochaines 3 années, il devrait garantir du travail pour à peu près 150 000 jeunes et également investir sur 4 ans ou réaliser des économies de 200 millions de livres en premier lieu de produits qui auraient dû être importés. Donc c'est les deux côtés. C'est des deux côtés, oui. Alors non. ça, vous avez. Donc c'est une initiative à laquelle participent pas mal des entreprises étrangères. Ouais. Non, vous avez là évoqué ou bien développé tout ce qui concerne l'initiative EMBLA. Ouais. Là, on parle de vie décente en général. Ouais. De quoi il s'agit? Mais tout le grand projet. Tout le grand projet est en harmonie avec la même logique, parce que il ne s'inscrit pas dans une logique contradictoire avec
l'ensemble des projets en cours. Donc, Vie décente également essaye de mettre un garde-fou mais un minima social pour aider les plus démunis à survivre à leurs besoins et pouvoir vivre. On voit dans l'inflation qui a augmenté, il y a pour les prochaines années des risques de récession également. Donc l'environnement international, c'est un environnement de crise un peu. Donc sans doute ces projets ambitieux auraient dû être faits depuis des années avec une logique différente, mais ils sont faits aujourd'hui avec une volonté d'attraper le temps perdu d'un côté et de faire des structures qui peuvent durer après le projet de l'Égypte 2030 et 2050 et ainsi de suite. Hein. Donc c'est les bases de ce qui pourrait être à l'avenir le projet national le plus grand de l'Afrique, le plus important du monde arabe. Il s'agit d'améliorer la vie, les habitations, l'éducation, la santé, de tous les domaines. De plus de 60 millions, c'est ça? Oui, parce que actuellement on souffre avec le taux de pauvreté, mais sans doute et surtout les conditions de vie. Comment ? Les conditions de vie. Les conditions de vie elles sont difficiles. Et puis, les fonctionnaires égyptiens, en général, ils sont sous-payés, par exemple, etc. Donc, pas uniquement la population égyptienne, ou je veux dire, dans tous les domaines, par exemple. Donc, mais c'est récompensé par d'autres choses. Donc, il y a toujours un équilibre à faire avec beaucoup actuellement de difficultés pour la population dans le monde entier. Ça en suit ce qui se passe à l'étranger. Mais il y a toujours des portes de lumière et de bonheur qui peuvent s'ouvrir à travers ces initiatives, mais qui devraient être plus ambitieuses, parce que actuellement, ce que nous, avec le taux de jeunesse qui est dans la population, qui est assez important, avec le taux de pauvreté, si on arrive à éduquer ces jeunes et les former actuellement, comme par exemple dans ces deux initiatives, soit pour entrer le monde technique, industriel, etc., dont il y a la construction des yachts et des bateaux, etc., donc il y a des choses très techniques. Donc on pourrait faire ce breakthrough ou cette avancée qui pourrait rattraper un pays comme la Chine, parce que c'est ce qu'elle a fait la Chine. Le problème, l'inconvénient, c'est que elle répète toujours notre président ici, c'est la population et c'est le même problème qui a affronté d'autres pays, mais qui ont pu réaliser des succès considérables et inégalés aujourd'hui. Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Je vous remercie beaucoup pour ces explications. On se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Très très bonne soirée. Au revoir.